Magnifique ou nifique? Nifique. Nifique. Bonjour Gaspard Delanoë. Bonjour monsieur. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la 5e circonscription de Paris, c'est-à-dire dans le 3e et le 10e arrondissement, et vous vous présentez sous l'étiquette de votre parti, le PFT, Parti Faire un Tour, que vous avez créé il y a déjà plus de 10 ans. On retrouve dans votre programme des propositions tout à fait surprenantes qui font de vous un candidat atypique. On va évoquer votre programme dans un instant, mais d'abord si vous pouviez présenter votre parti, qui d'ailleurs se prononce le PFT. Le PFT. C'est ça. Voilà, donc une prononciation assez simple et à la portée de tous les enfants. D'accord. C'est l'objet de cette prononciation, de ce type de prononciation? Non, je pense qu'il y a un problème de prononciation des onomatopées en France. Et ce sera d'ailleurs l'une de mes mesures principales. Essayer dans les cours, dans les maternelles, dans les primaires, de travailler plus la prononciation des onomatopées qu'on retrouve notamment dans toutes les bandes dessinées. Hein, notamment le pft, le z quand on dort, n'est-ce pas? Le grrr. Ça doit s'apprendre. Ce sont des choses... Mais il faut apprendre à prononcer ces mots-là, parce que quand on ne sait pas les prononcer et qu'on les prononce pour la première fois devant, je dirais, un parterre de gens qui s'y connaissent, on est ridicule. Voilà. Donc il s'agit de ne pas l'être. Alors vous vous décrivez comme le candidat de l'utopie, de la singularité, de la fantaisie. Est-ce que vous comprenez que ce type de candidature puisse être perçu auprès de l'opinion publique comme une forme d'imposture? Alors, qu'est-ce que vous savez de l'opinion publique et comment arrivez-vous vous-même à savoir ce que pense l'opinion publique? Non, si, c'est ce que vous venez de dire. Je dis, est-ce que vous pouvez comprendre que certaines personnes puissent penser que votre candidature est une imposture? Jusqu'à présent, les seules personnes, je me suis présenté déjà 4 fois au suffrage universel, les seules personnes qui ont pensé, qui ont émis la pensée que ma candidature était une imposture, ce ne sont pas du tout des gens de l'opinion publique, mais des politiques. Et vous savez pourquoi ils ont pensé que c'était une imposture? Parce qu'ils se sont imaginés que je marchais sur leur plate-bande. Vous voyez? Donc ils ont un instinct peut-être de propriétaire par rapport aux voix qui sont les leurs, ou qu'ils estiment être les leurs. Et donc ils ont estimé que ma candidature était une imposture. Mais c'est les seuls. Tous les autres que j'ai rencontrés, au contraire, me félicitent de me présenter. Ils disent c'est bien, tu aurais dû le faire plus tôt. Parce que vous pensez que ça peut les déranger, ça peut leur causer un peu... Ah, moi je ne pense rien, moi je propose, mais je me suis aperçu que ça les dérangeait. Notamment en 2008. Et en 2008, eh bien, quand je me suis présenté au municipal dans le 10e arrondissement, le maire du 10e arrondissement, M. Rémi Ferraud, qui est à l'heure actuelle le patron de la fédération de PS sur Paris, eh bien, il m'a reproché de lui avoir volé des voix. Ce sont des moyens de pression. Ça, ce sont des formules qui essayent de captiver un électorat. C'est comme, par exemple, pour le vote FN ou pour le vote de droite qui dit attention, si vous votez pour la gauche, les chars soviétiques seront à Paris la semaine prochaine. Ce sont des arguments aussi. C'est des arguments pour faire peur. Il y en a d'autres, il y a récemment qui ont dit attention, si vous votez pour le Parti socialiste, si François Hollande est président, le lendemain de son élection, la France perdra son triple A. Voilà, ce sont des arguments de peur. Le vote utile, c'est quoi? C'est pareil. Ce sont des gens qui disent attention, oh là là, il faut... Voilà. Ce sont des techniques de capture de l'électorat. Bon, alors venons-en directement à vos propositions pour les législatives. Vous dites que vos propositions sont, je cite, un panachage équilibré entre des mesures utopiques et cependant réalisables. Ma question est donc la suivante. Par exemple, comment feriez-vous pour faire proclamer l'indépendance des républiques libres du 10e et du 3e arrondissement et instaurer des relations bilatérales avec les États-Unis et la Chine? C'est tout simple. Premièrement, la proclamation, c'est quelque chose qui peut se faire à n'importe où, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est une proclamation en présence des gens. Donc on le proclame et c'est performatif. Ça veut dire quoi? C'est performatif. C'est comme au mariage. Quand on dit je vous déclare marié, eh bien c'est la déclaration qui fait que ça devient un acte. Eh bien c'est la même chose pour la proclamation. Je le proclame, donc ça l'est. Et deuxièmement, après, pour établir des relations diplomatiques, c'est tout simple. Je prends mon portable et j'appelle Barack. Mais en tant que député? Ah non, je ne serai plus député à ce moment-là. Ah oui. Ah ben non, à partir du moment où la commune est libre et indépendante, je suis le président de ce nouvel État. Donc j'appelle l'ONU, je demande que ce nouvel État soit reconnu, puis j'appelle Barack et mon ami aussi Hu Jintao, qui est un ami. Mais donc vous voulez aussi réformer les institutions actuelles, puisque... Bien sûr. Bien sûr, il faut les réformer. Elles sont à l'heure actuelle impuissantes et inefficaces.
Alors continuons dans votre programme. Vous proposez la création d'un label Made dans le 3e et Made dans le 10e pour inciter à consommer local. Et plus étonnant encore, l'obligation pour tous les habitants du 10e arrondissement de parler avec l'accent du Faubourg et pour les habitants du 3e arrondissement de parler avec l'accent du Marais. Alors même question, comment faites-vous pour appliquer ce genre de mesures? Et puis deuxième question, pourriez-vous nous parler avec l'accent du Faubourg et l'accent du Marais, qu'on comprenne mieux à quoi vous faites allusion dans votre programme? Alors ça, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, il y a un panel. C'est-à-dire que dans le 3e arrondissement, il y a des gens qui parlent avec l'accent du Marais. Donc, quand des gens vont vouloir venir vivre dans le 3e arrondissement, on va se réunir avec un panel de gens qui parlent avec l'accent du Marais, et puis on va essayer d'engager une conversation. Et si la personne parle bien avec le bon accent du Marais, elle pourra postuler à une habitation dans le 3e. Pareil pour le Faubourg. Vous voyez bien comme je parle. Eh bien ça, c'est l'accent du Faubourg. Ah, votre accent est l'accent du Faubourg? Absolument. Mon accent, c'est l'accent du Faubourg. Vous voulez que je le refasse? Mon accent, c'est l'accent du Faubourg. Vous voulez que je le refasse? Mon accent, c'est l'accent du Faubourg. Vous voyez, vous saisissez? Vous entendez? Un petit peu. Vous avez l'oreille? C'est bien. Vous pouvez postuler. D'accord. Et l'accent du Marais L'accent du Marais, c'est différent. C'est différent, c'est différent. Je ne peux pas vous le faire ici, il faudrait que je sois dans le Marais pour vous le faire. Là, je suis dans le Faubourg, donc il y a tout un tas de circonstances, un environnement qui fait que je parle avec l'accent du Faubourg. Donc là, si vous faisiez le test aujourd'hui, vous ne pourriez pas obtenir un appartement dans le 3e arrondissement? Si, parce que je ferai le test dans le 3e. Et donc là, évidemment, vu que l'atmosphère est différente, que le nombre de particules nucléaires dans l'air est différent, forcément je parlerai différent. Citons donc encore une dernière de vos propositions, l'installation de barrières douanières aux portes des 10e et 3e arrondissements, avec péage obligatoire pour tous les habitants du 16e, du 15e et du 8e et même du 7e arrondissement qui souhaiteraient les visiter. Pourquoi ces arrondissements-là? Alors ils ont été tirés au sort. Donc je dirais qu'ils ont été victimes du tirage. Ça n'a pas monté les arrondissements les uns contre les autres? C'est possible, mais à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu mou entre les arrondissements. Il n'y a pas beaucoup de compétition. Hein, on a l'impression qu'être dans un arrondissement ou un autre, ça ne change rien. Bah si. Créer un jeu, par exemple, entre plusieurs arrondissements, plutôt que simplement... Oui, quel genre de jeu, monsieur? Pas Interville. Interville entre les arrondissements. Donc interarrondissement, alors on appellerait ça. Voilà. C'est une bonne idée, monsieur. Je vais reprendre cette idée à mon compte. Oui, je vais la reprendre à mon compte, monsieur. Bon, très bien. Dans la lignée de cette question, j'ai vu que pour obtenir des voix dans votre circonscription, vous organisiez des tractages au cours desquels vous proposiez d'offrir du café et du déodorant en échange de voix. Est-ce que ce n'est pas faire preuve de clientélisme? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi du café? Parce que les gens dorment. Donc il s'agit de les réveiller. Pourquoi du shampoing? Parce que les gens ne se lavent pas les cheveux. Pas? Donc il s'agit d'être simplement présentable. Quoi d'autre? Par exemple, du déodorant. Du déodorant. Pourquoi du déodorant? Les gens sentent mauvais. C'est une manière, encore une fois, ce sont des mesures de socialisation. Hein. Les gens se sentent désocialisés, les gens sont exclus. Pourquoi? Parce qu'ils ne se lavent plus, ils ne se lavent plus les cheveux, ils sentent mauvais et ils dorment. Donc il faut les resocialiser. Ce sont des mesures de gauche. Les Interzones est aussi, vous le savez, peut-être une web radio destinée à la jeunesse. Et alors voici donc une mesure qui devrait séduire les jeunes, l'abaissement de l'âge d'accès au droit de vote de 18 à 15 ans. Absolument. Pour que, je cite, les ados aient un mot à dire concernant l'avenir qu'on leur prépare. L'avenir pourri. L'avenir pourri. Et il y a même eu une époque où vous vouliez accorder le droit de vote dès 3 ans. Alors pourquoi vous avez changé? Et puis à 15 ans, c'est pas prématuré? Alors, 15 ans pour les législatives, 3 ans pour les présidentielles. D'accord. Donc vous n'avez pas changé en fait? Je ne change pas, je n'ai pas changé. 15 ans pour élire un député, honnêtement, à 15 ans, la plupart des jeunes savent écrire, compter jusqu'à 8 et énoncer une forme de pensée. Donc à partir de ce moment-là, ils peuvent voter. Et ils peuvent surtout voter pour moi, parce qu'ils comprennent la nécessité de m'élire. Alors, vous avez aussi, c'est loin d'être votre première élection, vous êtes présenté à presque toutes les élections au suffrage universel direct depuis 2002 et vous dites même avoir obtenu 384 signatures aux élections présidentielles d'il y a un mois.
Plusieurs questions. D'abord, comment vous avez réussi à les obtenir, pardon. Et ensuite, il me semble que vous avez dit avoir subi un cambriolage durant la nuit précédant la date butoir des remises des signatures au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire exactement? Eh bien, j'avais 502 signatures, donc j'avais les signatures me présenter, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'étais présenté devant le Conseil constitutionnel. Comment est-ce que j'ai réussi à obtenir ces signatures? Eh bien, tout simplement, les militants du Parti Faire un Tour, qui sont appelés les agents dormants, hein, je ne les appelle pas des militants parce que le mot militant est trop proche du mot militaire. Eh bien, les agents dormants, il y a des centaines d'agents dormants sur le territoire. Eh bien, ils avaient labouré le terrain et ils étaient allés voir des maires de petites communes, qui comprennent entre 30 et 150 habitants, et ils avaient réussi au cours des 2 dernières années à obtenir les 500 signatures dans plus de 30 départements, comme le stipule le Conseil constitutionnel. Et malheureusement, j'ai été victime d'un cambriolage, et donc on m'en a volé 118. Donc je n'ai pas pu... 126, non? Puisque vous avez 384 signatures. 384 et 18, ça fait 502. Ce sont les agents dormants qui, depuis 2 ans, sur le terrain, à la fois en présentant mon programme et en distribuant un peu de Nescafé et un peu d'après-shampoing, avaient réussi à obtenir 384 signatures de maires de petites communes comportant entre 30 et 150 habitants. Voilà. Alors d'ailleurs, vous avez gardé votre slogan de la campagne des dernières élections municipales, 2 Delanoë valent mieux qu'un. Vous faites évidemment référence ici à Bertrand Delanoë, l'actuel maire de Paris. On comprend bien que vous aimez provoquer, mais accepter la provocation, finalement, c'est quoi l'objet de toutes vos candidatures depuis 2002? Alors, il n'y a pas de provocation, hein. Il ne s'agit pas du tout de provocation. Il s'agit en fait d'une démarche citoyenne. Parce qu'en tant que citoyen, j'ai le droit de me présenter à toutes les élections. Et figurez-vous, je sais que ça en étonne encore quelques-uns, que j'ai décidé d'exercer ce droit. Donc, quand vous me posez la question, à quoi ça rime, c'est ça? C'est quoi exactement? Quel est l'objet de cette candidature? D'exercer mon droit de citoyen. Il s'agit d'exercer mon droit de citoyen. Non, pas seulement. Il s'agit également de présenter des propositions différentes des autres partis. Parce que je ne sais pas si vous l'avez noté, mais mes propositions sont très différentes des autres partis. Et donc, je donne la possibilité aux Français de voter pour un autre parti qui présente des propositions totalement différentes. Donc, je fais une offre politique nouvelle. Voilà l'objet de mes candidatures. Ça, on l'a bien vu, vos propositions sont radicalement différentes. Par exemple, vous dites être contre le cumul des pandas. Voilà, ça veut dire quoi? Mais tout simplement que le panda, c'est un animal en voie de disparition. Et si on cumule les pandas, eh bien cet animal va disparaître, tout simplement. Je trouve ça scandaleux. Donc je suis contre le cumul des pandas, et ce depuis des années. Et j'ai remarqué que François Hollande avait fini par rejoindre ma ligne. Alors, puisque vous parlez de François Hollande, parlons des dernières présidentielles. Vous avez présenté votre équipe ministérielle, le Shadow Cabinet, qui comporte, je crois, 45 ministres, dont des ministères assez peu courants, comme la ministre du Goûter, ministre des People, ou encore ministre du Temps Perdu. Moi, j'ai une question. Qui sont ces ministres et comment les avez-vous attribués? Alors, ça, c'est encore une nouveauté politique et un changement de méthode politique. Les ministres s'attribuent eux-mêmes leurs fonctions et ce sont eux-mêmes qui définissent, je dirais, le périmètre de leur action. Donc, la ministre qui s'appelle Gaëlle Bourges, qui a dit « moi, je serai la ministre du coucher utile », eh bien, c'est elle qui a dit « moi, je souhaite coucher utilement ». Voilà. La ministre des People s'occupe des People. La ministre du Goûter s'occupe du Goûter. La ministre de la Pâtisserie ornementale s'occupe de la pâtisserie ornementale. Pas de Premier ministre? Il y a un Prime Minister, il s'agit de M. Saïd Chateau, Prime Minister, voilà, qui n'est pas Premier ministre, mais qui est Prime, qui est très très Prime même. Et on peut devenir votre ministre si on le souhaite, ou c'est vous qui désignez? Mais il faut dans ce cas-là définir le périmètre de son action et faire en sorte que son ministère ne marche pas, ne soit pas redondant avec un précédent ministère. N'est-ce pas? Il peut pas y avoir, encore que, il pourrait y avoir 2 ministres du coucher utile, mais j'ai peur qu'ils soient en concurrence. Par exemple, ministre du redressement productif, c'est le ministère de Arnaud Montebourg. Ça aurait pu tout à fait être un de vos ministères. On n'avait jamais entendu cette appellation-là. Absolument. D'ailleurs, François Hollande m'a appelé pour nommer ce ministère-là. Et en fait, c'est un ministère qui vient directement du PFUT. Ouais. D'accord. Le redressement productif, ouais. Et alors, comme vous l'avez dit, dans votre parti, pas de militants, mais des agents dormants.
comment on fait pareil si on veut devenir un agent dormant et en quoi consiste la tâche d'agent dormant? Alors c'est tout simple, hein, agent dormant, il s'agit d'envoyer un petit mail au parti faire un tour ou alors sur mon adresse gasparddelanoë@gmail.com en écrivant je dors. Je dors, là on devient agent dormant. Ensuite, ce qui est très très important parce que vous savez que le Pfutt défend l'idée que l'homme descend du songe, eh bien ce qui est important c'est de dormir et de rêver. Lorsqu'on rêve, on a des visions nocturnes. Eh bien, il s'agit ensuite de partager ces visions nocturnes, de partager ces visions et de les transformer en propositions politiques, tout simplement. Voilà. Alors pour finir, parlons peut-être un peu plus de vous. Vous êtes d'abord un artiste et notamment un artiste de rue, avant même d'ailleurs d'avoir créé le... Non, pas du tout. Continuez, c'est amusant. J'ai lu tout ça, hein, c'est faux. C'est faux, je ne suis absolument pas un artiste de rue. Vous êtes un homme politique, on peut le dire. Alors, je suis un homme politique, hein, les hommes politiques. Je suis un homme politique. Artiste de rue, non pas du tout. Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça. Bah, j'ai lu que vous squattiez les rues pour... on peut dire ça. Alors, je fais partie d'un mouvement de squat d'artistes. Mais je suis surtout président dans ces mouvements-là. Hein. Donc je fais surtout de la politique. Voilà, pas beaucoup d'art. Un petit peu. Puis vous êtes écrivain aussi. Un petit peu, j'écris mes programmes aussi. Ouais, j'écris mes programmes. Et plusieurs livres, 5 ou 6 je crois. C'est vrai que j'ai écrit quelques livres aux éditions Julien Martial que je recommande aux internautes. Sur Zinterzone. Sur Zinterzone. Mais alors c'est quoi votre vraie place? Comment on peut vous définir? Vous êtes un homme politique comme vous dites, et en même temps un artiste. Est-ce que vous n'avez pas inventé une sorte de concept d'humour politique? Est-ce que finalement la politique c'est pas une manière pour vous aussi d'exercer votre art ou d'essayer de faire rire est-ce que c'est pas ça un peu? Pas du tout. Je suis un homme politique, mais un homme... Vous n'utilisez pas la politique à des fins artistiques? Absolument pas. Absolument pas. Je me présente sérieusement au suffrage universel et j'espère être élu à l'Assemblée nationale de manière à pouvoir hisser haut le drapeau pirate sur mon siège. Voilà. Pour le reste, les autres activités sont des activités annexes, je dirais secondaires. Mais l'activité principale, l'activité chronovore, c'est la politique. Et ce devrait être l'activité de chacun des citoyens français, qui sont a priori des énergumènes politiques, n'est-ce pas ? Alors justement, à partir de ce que vous venez de dire, là, votre argument sur... vous êtes le seul candidat pirate légitime en quelque sorte. Vous savez aussi qu'il y a un parti pirate. En quoi vous vous définissez comme un candidat pirate? Qu'est-ce qu'il y a dans votre programme qui fait de vous un candidat pour le programme d'un parti pirate, par exemple? Rien, mais j'aime bien la connotation du mot. Oui, j'aime bien Parce que vous n'avez rien de pirate? Rien du tout, mais je trouve que ça sonne bien. D'accord. Donc j'utilise le terme je dirais par goût auditif. Et si vous ne passez pas au deuxième tour le 10 juin au soir, et puis si... Ce qui est quand même peu probable. A priori, normalement, je devrais être élu dès le premier tour. Normalement. Mais si je ne passe pas, oui. Et alors, quelle est la suite? Est-ce que vous présenterez aux autres élections la suite? La prochaine élection, ce sera la municipale. Oui. Par exemple, en 2014? Ah oui, bien sûr, je briguerai la mairie de Paris, bien entendu. Oui, bien sûr, cette fois-ci, ce sera la bonne, je pense. Oui, parce que de toute façon, l'autre Delanoë va partir, et donc il faut bien qu'un nouveau Delanoë arrive. Ce sera d'ailleurs mon slogan, le Delanoë nouveau est arrivé. Très bien, et ben merci beaucoup Gaspard Delanoë. Si on souhaite découvrir votre programme, on peut y aller sur votre site qui s'affiche en bas de l'écran. Et merci beaucoup, et puis on espère se retrouver au municipal finalement. Non, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale directement, avec votre nouveau cabinet, le chef de cabinet, avec votre nouveau gouvernement alors. Avec mon équipe de campagne. Avec mon équipe de campagne qui sera dans mon cabinet. Très bien, merci à vous Gaspard Delanoë. Zinterzone, la radio des internautes.